Alors salut Aimé, merci de te, Coucou Bjorn, de te coucou joindre tout à le moi. monde. De te joindre à moi, Écoute, merci merci à toi de beaucoup, m'avoir invité. aussitôt le matin. Ouais, après Ah. c'est ce week-end de tout repos. Et bien justement, ce week-end, on va en discuter, on va parler un peu du tournoi que tu as suivi, enfin que tu as fait, dont Yes, on a regardé aussi les listes pendant une petite semaine et demie. Alors, ouais. déjà, on va partir tout ce que tu as, enfin pas forcément tout ce que tu as fait, mais comment par exemple tu t'es préparé avant le tournoi? Combien de parties en moyenne? Alors, bon, en termes de préparation, j'estime que j'ai pas eu de enfin, j'ai évidemment préparé ce tournoi, mais il se trouve que je joue Tyrannide depuis pas mal de temps et donc la base de ma liste était même si elle était amenée à elle avait un petit peu changé, on en parlera après. Voilà, c'était plus de l'entraînement, c'était plus vraiment des tests de liste si tu veux, c'était plutôt faire des tests avec cette liste que j'avais un peu changée. Je veux dire, là, quand j'ai fait le Big Four, ma liste, ça faisait 6 mois que je la jouais, je savais globalement contre quoi ça allait marcher et contre quoi ça n'allait pas marcher. Là, c'était pas tellement m'entraîner moi, c'était plutôt savoir, m'estimer. Est-ce que cette liste que je jouais peut-être un mois et demi avant seulement le tournoi, est-ce que réellement, je connaissais tous les estimés? Est-ce que j'avais affronté tout le monde? Clairement pas. Donc, j'ai eu ma phase de préparation plutôt pour ça. On D'accord. va dire avant le tournoi, je savais de plus en plus que je testerais cette liste-là plutôt qu'un Stampede, Forge World, comme on a pu un petit peu voir dans les autres équipes. Et si tu veux, j'ai testé cette liste, depuis à peu près, on va dire, mi-juillet, mi-février pardon. En début février. Ouais, début février, j'ai commencé à me dire: «Tiens, il y a peut-être un truc à chercher de ce côté-là». Et effectivement, plus je la testais, plus je la trouvais intéressante. Donc j'ai fait pas mal de tests, je pense que j'ai dû faire une trentaine de parties à peu près en 2 mois. Ouais, en gros, en 1 mois et demi, 2 mois. Et après il y a eu toute la phase de discussion interne équipe pour, préparer les estimés, tout simplement. Pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, bah, en fait, c'est un tableau Excel avec nos listes, les listes de nos adversaires et en fait, on fait un système de matrices pour pouvoir dire si on est plutôt positif, plutôt pas, voilà et donc ça permet ensuite, au capitaine de préparer son appariement, voilà. Et donc ça, c'est super important. On avait un petit peu pêché, au Big Four à ce niveau-là. Donc on avait essayé de travailler beaucoup plus, en mode, à discuter entre nous. Est-ce qu'on était d'accord sur les estimés d'un tel ou d'un tel? Enfin, une grosse phase de travail à ce niveau-là. Et en plus de ça, j'avais la chance de pouvoir faire, quasiment 5, allez, on va dire 5 parties par semaine. Donc ce que j'essayais de faire, c'était d'aussi proposer des tests match contre le Stampede de nos adversaires. Donc j'avais joué la liste du Poète, j'avais joué la liste de EDLR contre des gens de mon équipe pour, entre guillemets, confirmer ou infirmer des estimés, pour voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà. Donc pour ma phase, de préparation, on va dire que ça s'est déroulé de cette manière-là. Je vais dire un gros 50 de tests pour moi-même, D'accord, et puis un 50% gros pour aider 30 ton équipe. de discussion. Non, plus 30 D'accord. de discussion matrice et 20 de tests pour les autres parce qu'on savait que le Stampede serait sans doute, un gros morceau, ce qui a été le cas d'ailleurs. C'est ça. Et effectivement, donc je me disais qu'effectivement, si on arrivait à contrer, le Stampede adverse et qu'à l'inverse, moi j'arrivais à confirmer mes estimés, on partirait sur une bonne base, en termes de match. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que j'ai aussi, aidé un petit peu mes coéquipiers à préparer ce match-up. Et évidemment, il y a des gens qui ont aidé pour d'autres matchs. Je sais que j'ai joué un petit peu Thousand Sun aussi pour aider certains estimés sur le Thousand Sun. Enfin voilà, quoi. D'accord. Donc, Hum, c'était une préparation assez intense, on va pas se ouais. mentir, entre le moment du rendu des listes et les 2 semaines, en fait, qui se sont écoulées entre le rendu des listes et l'échéance, j'ai quasiment joué tous les jours. Et puis sachant qu'en Voilà. plus, salut Junag sur le chat. Surtout que pour Coucou. certains de tes coéquipiers, ils étaient présents à la Med Cup, donc ils ont enchaîné, et au LVO encore Tout à avant. fait, ouais. Donc Lamar Perkassa, Alors ils ont vraiment ça, enchaîné. ouais, ça fait pas partie de tes questions, mais on Oui, peut en parler un petit peu. C'est vrai que la Ligue 1, moi, j'ai estimé qu'on était un petit peu dans le mal, un petit peu au moment de la
en fait, la Ligue 1 nous est arrivée dessus et en fait, on avait quasiment aucun test. On ne savait même pas qui allait jouer quoi. Enfin, on va dire qu'on avait un effectif à 5-6 personnes de sûr. D'accord. Et bah, les 2 derniers, c'était un peu: «Bon, on fait quoi? On joue pure équipe, semi-croustillant? Est-ce qu'on va prendre 2-3 mercenaires pour renforcer l'équipe?» Mmh. Le choix a été fait de prioriser en interne équipe plutôt qu'aller chercher forcément des codex qui étaient au-dessus. Père Castor, en gros, je parle sous ce contrôle, mais il souhaitait qu'après la période de covid, de confinement, on retrouve entre guillemets «une osmose d'équipe» et de faire cette Ligue 1 à 100 en 100 semi, quoi. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'on était, je crois la seule équipe à proposer une équipe complète de semi-croustillants. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, on voulait pas le mercenaire. Donc je vais parler pour nous. On voulait éviter le mercenariat pour cette équipe-là, Ça marche. pour ce tournoi-là. Et je trouve que ce qui nous a fait un petit peu défaut, c'est qu'effectivement Lamar et Percastor, qui sont quand même 2 éléments, centraux dans l'équipe. Percastor en tant que capitaine et Lamar en tant que maître d'armes, c'est entre guillemets la personne qui surveille la méta, et cetera. D'accord. Bah, ont été pas mal absorbés par le LVO et du coup, ça nous a un petit peu empêché peut-être de préparer autant la Ligue 1 que le Big Four, par exemple. D'accord. Et donc, bon voilà, on est arrivé, on était pas, enfin moi en tout cas, j'étais pas totalement confiante parce que j'avais peur qu'on ait pris un peu cette Ligue 1 un petit peu à le train en route et j'avais peur que ça nous porte préjudice. On verra que ça n'a pas été le cas au final. Donc voilà pour l'arrivée dans la Ligue 1. D'accord. Mais effectivement, le circuit qualificatif est devenu hyper dense avec le Big Four, la Ligue 1 retour, Mmh. ensuite les trainings pour ceux qui souhaitent essayer d'être dans la sélection équipe de France. Enfin, c'est très, très lourd. Il y a quasiment un tournoi majeur tous les 2 mois. Faut être amené parfois à se déplacer. Il y a la phase de training avant. C'est très, très lourd. Moi-même qui ai un petit peu beaucoup de temps, on va dire, il y a un moment, c'est chaud c'est vraiment dur de tenir le rythme, si on a des enfants, si on est en couple. Mmh. Ça amène à des sacrifices, il faut vraiment en avoir conscience. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a des sacrifices qui doivent être faits pour se maintenir à niveau et effectivement, la saison 40K compétitive, je parle notamment de la ligue, est quand même assez chronophage et il faut vraiment être au taquet, quoi. Parlons justement de ce volume en fait de travail pour se maintenir au niveau. Ouais, Depuis quelque temps maintenant, tu t'es mise sur Tabletop Simulator. Du coup, est-ce que cet tout à fait, outil ouais. t'a aidé quelque part pour la... Enfin, est-ce déjà un bon outil pour se préparer au tournoi? Ouais. Bah, écoute, moi, à la base, j'étais pas fan de TTS. Quand c'est arrivé pendant le covid, moi j'aimais pas parce que déjà il y avait une part de peur, j'avais peur que ça remplace un peu, Warhammer, hein. Tellement plus simple de pas avoir à acheter et peindre des figurines et de rester chez soi pour faire des tournois. Donc j'avais très, très peur que ça remplace le jeu et bon, moi je suis un peu j'avais peur de ça et en plus, je trouvais que ça n'avait pas de valeur en compétitif. Parce que je trouve que rien n'empêche, d'être à 3 derrière l'écran pour se faire aider et je trouve qu'en compétitif, ça a pas trop de valeur. Par contre, c'est vrai que pour l'aspect entraînement, c'est hyper intéressant. Bah, par exemple, pour donner un exemple concret, avant le Big Four, je tournais à 1 à 2 parties par semaine et on va dire sur un mois à 4 semaines, je tournais peut-être à 8 parties par mois, on va dire, avec les tournois. Je veux dire, en général, un tournoi Mmh. de 3 rondes par mois, donc ça faisait 7-8 parties dans le mois, voilà. Là, aujourd'hui, 7-8 parties, c'est ce que je fais à peu près en 2 semaines, en comptant TTS. Donc j'ai doublé mon volume d'entraînement et c'est évident que ça fait progresser. Ça fait progresser. En plus, il y a un côté, on affronte des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser parce que forcément, on étend son cercle géographique à C'est internet. ça. Donc on peut affronter des gens de toutes parts. Donc ça c'est super intéressant. Donc non, non, je reconnais que le TTS aide beaucoup pour le compétitif, pour notamment pouvoir préparer des matchs, faire des tests. Et tout ça, c'est assez intéressant et je pense que sans TTS, je pense que le niveau a augmenté, le niveau Mmh. global français a dû augmenter avec TTS parce que je pense qu'il y a des gens qui traînent beaucoup plus qu'avant et il y a pas de secret dans ce jeu-là, quand on traîne, on progresse.
Donc quelqu'un qui fait, 5 parties par semaine, c'est évident qu'il va avoir un entraînement autre que quelqu'un qui faisait sa petite partie, toutes les semaines, voilà. Hebdomadaire ou mensuel. On a une Exactement. question sur de Cyrnag sur le chat qui nous demande si le pass du tournoi était bien de 200 Ouais. euros et si c'est vrai, il trouve ça très élevé. Je pense que les 200 euros, Bah, c'était pour écoute, l'équipe, à la rigueur. tout à fait, c'est pour l'équipe. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas payé. J'ai rien payé, donc je sais pas si on va pas m'envoyer une facture dans 2-3 semaines en me disant: «Faut payer 25 €». J'avoue que j'en sais rien, après peu importe, hein, si tu vas payer 25 €, je les paierai. Mais effectivement, c'est pour l'équipe, donc une équipe de 8. Voilà, je sais pas si ce PAF était à titre indicatif ou s'il a vraiment été payé par des gens. Je Moi, je pensais que c'était notre inscription à la FEC qui nous permettait d'accéder aux tournois de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 en fonction de celle dans laquelle on est. Mais en tout cas, non, moi, j'ai rien payé. ouais. Je pense qu'un tournoi comme ça, de toute manière, sur 2 jours, on va dire 30 € de PAF par personne, ça me semble pas déconnant. Voilà, donc s'il faut payer 30 €, je les paierai, il y a pas de souci, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas payé. Donc je sais pas si quelqu'un a D'accord. payé pour moi et je vais devoir le rembourser ou La, pas. la- J'avoue que alors, je me suis plutôt attardé sur les estimés que sur, oui. ces modalités un peu plus, Oui, pratiques, on va pour dire. apporter plus d'infos, c'est vrai que sur la page du tournoi, on nous annonce un prix de 200 euros, donc c'est par équipe, faut au moins le diviser par 8. On nous précise que si jamais il y a des coachs, il y aurait un PAF entre 15 et 25 euros à Tout à rajouter. fait, Donc ouais, ça après, les coachs et les remplaçants, je crois que c'est 10 et 15 € leur PAF, à eux. alors, on va donc, je vais refaire un petit focus par rapport à ta liste parce que justement tu nous as parlé comme quoi il y a eu de grands Ouais, changements et effectivement, parce que au Big Four on t'a connu, puis même un petit peu avant le Big Four avec tes chouchous, les ouais, Hiérodules. avec mes Hirodu là. Et là, on s'est aperçu justement dans ta liste que tes chouchous avaient disparu pour laisser place aux Exactement. Carnifex, donc les Turnback. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'infos par rapport à ce changement? Ouais. Alors, il y a 2 choses en fait. Il y a on va dire, il y a ma je vais vous donner ma vision, qui était celle que j'ai travaillée en avance, de la Ligue 1 et qui a produit cette liste. L'idée, c'était de me dire que le Stampede est en top codex, mais nécessitant à table, parce que c'est clair que quand on joue en fait, dès qu'on joue un Hiérodule, il ne passe pas partout sur le layout. Donc si les adversaires, ont un petit peu étudié la map, le layout, ils se rendent compte qu'en prenant 3-4 tables, rapidement le Hiérodule, bah, enfin la liste tyrannide Hiérodule est nécessairement en def, pour avoir sa table. Sinon, j'avais fait quelques matchs moi sur des tables très défavorables en termes de mouvement pour les Hiérodules. Ça complique beaucoup l'estimer tout simplement parce que votre adversaire peut vraiment écranter, les passages, peut vraiment vous bloquer. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc voilà et puis clairement, on n'a pas envie de se mettre ces Hive Guard, pour détruire un petit pack de scouts qui bloque un cordon pour que le Hiérodule bouge 2 fois avec le Swarmland. C'est assez contraignant. Donc moi, je m'étais dit, voilà, si je me mets en def, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont faire des listes contre le Stampede. C'est un codex c'est un très bon codex, donc c'est très facile, de proposer à la défense tyrannide 2 matchs très compliqués. On pense évidemment au Tau, qui est un match très compliqué pour le Stampede, mais il y a plein d'armées qui peuvent proposer des contres assez évidents au Stampede. Moi, je voyais assez naturellement le Custodes avec beaucoup d'antichars, des Dreadnoughts qui tapent à D3+3 force 12, et clairement on le voit, dans les matrices adverses, il y avait beaucoup de listes qui étaient orientées anti-chars. Je pense notamment, il y avait beaucoup de TS. Le TS fait assez mal au Stampede de par la multiplication des BM, et le bolter PA-2 qui blesse à +1, enfin, tout ça fait assez mal au Stampede et il y a évidemment des listes orientées, complètement contre, genre par exemple la liste de Grim la liste de Petit Nico avec ses 3 x 5, Rétributors, ses 3 Dreadnoughts. Voilà, tout ça, ce sont Mm. des listes qui étaient à mon avis prévues pour détruire le Stampede en face. Donc partant de ce principe, je me suis dit: «Moi, je vais prendre le truc à contre-pied
et je vais arrêter de jouer du Stampede qui a besoin de sa table. Donc je vais jouer du Stampede qui, d'ailleurs j'y pense, il y a aussi la liste avec les 60 dépeceurs et les 9 destroyers Locust qui fait très, très mal au Stampede également. Donc je m'étais dit: «Il faut que je trouve une liste qui n'a pas besoin de sa table, qui gère la masse et qui garde l'impact du Stampede avec le prince qui double move, les Hive Guard, ce genre de choses. La harpie que je trouvais très bonne. Donc voilà. OK, très bien. Ouais, Donc je c'est suis voilà, je suis parti sur cette liste-là pour ça et un truc que j'ai découvert, peut-être, 2 jours après le rendu des listes, c'est que le Dimash Aron, pouvait charger n'importe comment en traversant les murs. oui, Alors que je ne le savais pas. Pour moi, le Dimash Aron, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas trop cette unité parce que c'est une unité qui a endurance 7, donc qui est très sensible à l'anti-char adverse et qui, de mon point de vue et fort heureusement les règles, après cette Ligue 1 sont revenues à ce que je pensais initialement, c'est-à-dire qu'on a eu un interlude, entre le rendu des listes, de ce que j'ai compris, c'est un arbitrage qui a été donné à la Med Cup, d'accord. qui permettait, de faire charger le Dimacharon comme de l'infanterie à travers les murs. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec un Dimacharon, charger une unité qui était par exemple à 5 pas derrière un mur, poser son socle dans le mur, la taper et puis après se bouger ailleurs pour retrouver une place légitime au niveau de son socle. Pour moi, la règle était clairement non. Donc le problème du Dimacharon pour moi, c'était que c'est une unité qui pouvait pas temporiser. C'est-à-dire que quand vous jouez 2 Dimacharon, le premier il est envoyé T1, le deuxième il reste chez vous caché, on essaie de le cacher et on l'envoie T2, de la même manière que le premier. Sauf que ça, face à un joueur un petit peu aguerri, c'est assez facile de bloquer le Dimacharon pour qu'il puisse pas poser son socle et en gros, empêcher les charges sur des trucs juteux de votre liste. Et malheureusement avec cette, conf que moi personnellement j'ai découvert, heu, quelques jours après le rendu des listes, bah, en fait, ça rendait le Dimash complètement pété, quoi. Oui. Parce que pouvoir bouger le 24 et charger ce qu'on veut, même derrière des murs, Mmh. nécessairement, ça rend la figurine quasiment incontrable. Donc voilà, donc moi j'avais complètement exclu le Dimash parce que je ne pensais pas qu'il aurait cette possibilité-là. C'est vrai qu'au regard de cette règle-là, bah, le Dimash apporte un outil intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de sa table. C'est ça. Puisqu'il bouge partout à travers les murs, on pouvait jouer le Dimash en mode, bah, j'attaque et puis, en fait, moi, j'ai pas besoin de ma table. OK, bon, donc là-dessus, on a découvert ça. L'arbitrage a décidé alors que le WTC était revenu, sur la décision, de dire que non, non, le Team Acharnement ne traverse pas les murs en charge. Les listes ayant été publiées, on est resté sur ce qui avait été dit par la FEC auparavant. Donc on a joué cette Ligue 1 avec des Team Acharnement qui pouvaient charger ce qu'ils voulaient à travers les murs. Effectivement, ça a rendu le Team Acharon, à mon avis, beaucoup bien buggé, en fait, Oui, très complètement buggé, clairement ouais. et je pense que c'est du coup, ma réflexion de liste, je pense, été un petit peu faussée par ça. Parce que l'idée de ma liste, c'était de proposer un Stampede qui peut attaquer sur n'importe quelle table et avoir un T1 moins impactant, parce que mes figurines profitent toutes du -1 à la touche des forêts. Donc voilà, c'était la réflexion Oui, de la liste et d'avoir une liste en plus, qui détruit littéralement la masse, parce que même mmh. si on s'en rend pas compte, la liste sature énormément Tu as énormément et de détruit tirs de également saturation, ouais. exactement par rapport j'avais fait quelques tests, je tuais 60 boys en une phase de tir, je tuais sans aucun problème, une vingtaine de dépeceurs, finger in the nose, c'est-à-dire même avec l'Europop, hein. Je détruisais, les armées admech, ça on pourra en reparler après sur les match-up, qui Mmh. profitent beaucoup d'une infanterie à faible endurance, mais par contre à une sauvegarde très basse grâce aux couverts. Ma liste ignorant possiblement tous les couverts, bah, ça rendait ce Skitari très, très appréciable, pour détruire le Skitari qui a une sauvegarde à 2 plus quasiment, heu, assez facilement à couvert. Bah, là, Oui, il avait plus qu'une 4 plus, quoi. c'est ça. Donc ça rendait ce match aussi assez intéressant. Heu, voilà, en fait, j'avais une armée qui pouvait saturer assez fort à force, 5-6, tout en ignorant le couvert. Donc ça rendait quand même, certaines armées, enfin, en tout cas, ça mettait en difficulté certaines armées, tout en conservant des match-up, forts sur d'autres. Donc D'accord, très voilà bien, pour ma liste globalement. très bien.
Donc, on va passer aux questions qui vont plutôt s'orienter vers ton tournoi et notamment par rapport aux rondes Ouais, que tu as faites. ouais, Alors, hop. ouais. Beh, Donc, à la première ronde, tu rencontres Liam, jouant les Thousand Suns. ouais, Vous finissez sur un résultat Johnson, exactement. 11-9 en ta faveur. Donc, ça avait l'air d'être un Ouais. match-up assez serré. Quelles ont été les différentes difficultés du coup que tu as rencontrées sur ce match? Ah, alors écoute, il y a pas eu de ce match, ça a été, on va dire, je pense que du côté de Liam comme du mien, première ronde du tournoi, j'avais un estimé à 10 sur ce match, pour une raison simple, c'est que Liam avait une liste avec beaucoup, beaucoup de super OP. Je crois qu'il a fait 6 escouades de 5 rubriques, et en plus les Terminators étaient également super OP. Donc en fait, il avait une armée quasiment entièrement objectif sécurisée et on était sur le scénario des bombes. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, même si la liste me faisait pas spécialement peur, enfin voilà, c'est le TS, hein, c'est de les packs de thermie, je connais. La liste me faisait pas spécialement peur sur l'aspect létalité. En revanche, elle m'inquiétait plus sur l'aspect, prise de table, contrôle et c'est pour ça que j'étais resté sur un estimé à 10 parce que j'estimais que c'était un match qui, si lui ne prenait pas trop de risques et moi non plus, ça allait probablement, se faire un score à peu près équilibré, sachant qu'en plus ce scénario, on score très bien les primaires, donc c'est assez peu compliqué de caper son primaire et donc de faire un estimé au-delà de 15 sur ce scénario-là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, donc j'étais un estimé à 10, voilà. Lui aussi, de ce que j'ai compris. Il commence, il me détruit ma harpie, il m'affaiblit 2 carnifex, donc tour 1, ce que j'estime normal et ensuite, ça va être un échange de ressources globalement. Moi, je vais lui détruire un pack de thermie avec mon prince ignore invu, lui va me détruire mon prince et après en fait à la fin je crois que c'est au tour 3 ou 4, je vois une opportunité d'enfoncer le score sans prendre trop de risques, et en fait je lui envoie mon prince, mon 2e prince et mon Swarmlord dans son pack de 2 pack de thermie et voilà, donc par exemple, pendant la partie, j'avais une charge à 7 sur Ahriman, et une charge à 2 sur des thermies et je me suis posé la question: «Est-ce que je tente la charge à 7 pour one shot Ahriman sur les touches d'impact avec mon prince? Ou est-ce que j'assure et je charge juste les thermies, je détruis les thermies et de là je voilà, de là, je prends pas de risque et a priori, la partie devrait quand même, s'orienter sur un 10-10, peut-être un peu plus si ça se passe bien. Donc je tente pas cette charge à 7 parce que je me dis: «Si elle rate, c'est un Bah, peu con». ça veut dire que voilà, si tu la rates, tu n'impactes pas les Terminators et ça peut être vraiment Exactement et problématique. ça pouvait être très problématique. Donc je prends pas le risque, donc je laisse Harriman, tranquillou et de là, je charge les thermies, je détruis globalement les thermies et Harriman se retrouve bloqué avec mon prince -1 à la blesse, heu et voilà et là, du coup, je change à son tour à lui, je change mon trait de seigneur de guerre, de mon prince et je le passe avec le trait qui fait que dès qu'il rate un sort, il prend des 3 Ah, mortels sur ses prendre des figurines 3 mortels. et c'était le but, en fait. C'était le but de mettre un point dangereux ici pour qu'il ramène toutes ses ressources pour que, le cas échéant, s'il se loupe, il prenne des 3 mortels. Il se trouve qu'il a pris beaucoup, beaucoup de D3 mortels à cette phase-là. Donc là, j'étais toute contente Tu m'étonnes. et et là, il me fait un petit peu de mortel, mais assez peu. Il fait une phase de magie assez moyenne, à cause de mon -1 de l'ombre dans le warp. J'avais quand même le Swarmlord plus mon prince, donc 3 dispels. Voilà, donc il fait une phase de magie pas extraordinaire. En plus, il prend quelques BM de la droite à gauche de son côté. Voilà et là, il me charge avec un enfin, je crois qu'il avait fait une intervention héroïque avec Ahriman sur mon prince. Je l'avais tapé, j'avais rebondi sur l'invulnérable à 3 de ce brave homme, Oui. heu et du coup, il était resté engagé. Donc là, je me suis dit: «Bah, trop bien, je vais taper avant et je vais essayer de le tuer». En plus, Ahriman avait déjà pris un D3 mortel d'un sort raté, je crois. Donc il était à 5 PV, je crois, Ahriman et donc je lui tape dessus avec mon prince et je rate mes blesses. Donc je rate toutes mes blesses, bon, ça arrive. Mmh. Il me tape dessus, il me fait pas grand chose. Heu
et c'est à moi de jouer et là je me dis: «Bah là c'est cadeau quoi», parce que mon Swarmlord qui était derrière, double move sur lui-même, je rentre dedans, il y a tout qui est paqué, voilà et là, bah, mon Swarmlord, ne tuera aucune figurine au close alors que j'étais engagé avec plusieurs rubriques, l'invue à 5, enfin voilà. Mon prince va rebondir une nouvelle fois sur Harryman et là Liam me fait une phase de magie, de l'enfer. Il me fait quelque chose comme, 15 blessures mortelles, je crois, avec, quelque chose comme 4 unités. Ah oui. Heu, donc il me tue mon prince, il me tue mon Swarmlord et là, du coup, bah, c'est la merde. Du coup, c'est la merde parce que là, je viens de lui donner, 4 points de monstre. Mmh. Harryman, je le tue pas, c'était son dernier to the last. Donc il y a beaucoup de points qui disparaissent. On va dire, il y a 9 points qui disparaissent là-dessus, ce qui fait 2 points de ronde à peu près, hein. Mmh. Voilà et donc après il se passe, que moi je suis en train de reprendre tranquillement la table, assez peu, j'arrive à poser une bombe, lui n'arrive pas à en remettre, voilà et ça se termine sur un 11-9 en ma faveur. Je me dis que ça aurait pu craquer un peu dans mon sens, sur cette espèce de double charge de mes 2 princes, Mmh. enfin de mon Swarmlord et de mon prince. Bah, Ça n'a surtout pas Harryman, craqué, ça Harryman a qui tient. relativisé parce que ouais, ouais, c'est bon après voilà ça arrive, hein, mon prince en Mmh. gros mon prince fait 10 attaques. Il fait 10 blesses, enfin 10 touches pardon et je fais une blesse en blessant à 3+. Il a sauvegarde et donc il ne meurt pas. Ouais, bah, oui. Après ça a relativisé, il a eu pas trop de chance sur ses invus à 4, il était un petit peu en dessous, sur les thermies quand je tirais avec ma Hiveguard, ce qui fait qu'il a peut-être perdu un peu vite son 1er pack de thermie. Voilà, on va dire que moi j'ai raté mes blesses, lui il a raté un peu d'invus. Bon, on va dire que ça s'équilibre, mais il se trouve que j'ai tenté de prendre, l'ascendant à ce moment-là et ça n'a pas payé. Voilà, ça fait partie des risques, je savais que je sécuriserais mon 10. À la limite, la prise de risque importante aurait été sur cette charge à 7. Ouais. Je l'ai pas fait parce que j'avais une reroll, hein, potentiellement, mais on a tous connu ce genre de truc où on essaye de grid et puis ça rate et on se dit: «Putain, si j'avais simplement fait les choses simples». C'est ça. Donc je l'ai pas fait. Voilà, ça m'aurait clairement en plus, il se trouve que j'avais fait une grosse charge quand j'ai fait ma charge, donc j'aurais pu choper Harryman et le tuer. Je pense que si j'avais pris le risque, j'aurais probablement fait quelque chose comme un 13 ou un 14. D'accord. Voilà. Maintenant, si je l'avais raté, je pense que ça aurait probablement, fait plutôt un 8. Un 8 pour moi donc je pense que le risque était un peu important et c'était pas le bon plan de le tenter, si ça ratait, ça m'aurait fait perdre beaucoup de points. Le gain était, voilà, c'est entre guillemets, est-ce qu'on est joueur ou pas? Je l'ai pas trop été à ce moment-là, voilà. Donc ça fait un 11-9, l'équipe gagne la ronde, donc Mmh. voilà, on est content. On affronte, donc c'était le PU Omega. On gagne la ronde, globalement la ronde s'est bien passée, donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire après sur les autres tables, j'ai pas trop suivi, mais voilà pour ce qui était de ma ronde à moi, ça s'est bien passé, voilà. Ça marche. Estimé à 10, je ramène 11, C'est ça, on est bien, c'est ce que on est bien, on est bien. c'est ce que j'allais dire, tu t'es estimé à 10, tu ramènes quand même un point supplémentaire pour ton équipe, donc plutôt bon signe, par rapport à ce qui était Exactement, ouais. prévu sur ta ronde à toi, bien sûr. On va passer à la Exactement, ouais. deuxième ronde. Le match suivant, tu rencontres Tanker avec son Adeptus, Mechanicus. Ouais, Hem, ouais, ouais, là ouais. tu gagnes avec un bon 20-0. Yes, Donc quels ont alors je été crois tes que points j'étais forts? en 1re attaque. Alors, bah, clairement, comme je l'ai expliqué, ma liste, en fait, j'avais fait pas mal ce match-up, en plus, cette liste-là n'était pas encore de vétérans, ce qui veut dire qu'il y avait pas d'advance et charge sur les assassins, là, sur les Sicarian Rustalker. Ce qui veut dire que le terrain a assez peu d'impact. J'avais fait le match contre ce genre de liste, je sais qu'au T1, globalement, sur un gros coup de chance, il peut me sortir mes 3. Enfin, soit c'est un gros coup de chance, soit c'est qu'il a pris le quantique de tir et à ce moment-là, c'est pas tant de la chance, c'est plutôt stable. Mais dans ce cas-là, la réplique de mon armée fait très mal. Donc j'étais estimé à 15 sur ce match, j'étais estimé à 15 et globalement, j'ai le tour 1. Ça sera d'ailleurs la seule fois pendant le tournoi où j'aurai le tour 1. On joue donc sur c'est un déploiement en diagonale. Il se cache assez bien, donc j'ai un T1 qui est, on va dire, plus,
qui est assez intéressant, mais qui est pas scandaleux en termes d'impact sur la partie. Je dois lui tuer une quinzaine de Skitari, peut-être sur les 80 qu'il a, et je tue un pack d'assassins et je vais cliquer 2 packs, enfin 2 poulets. Voilà, donc j'estime que c'est un bon tour 1 parce qu'en gros, je commence à prendre la table tout de suite et je lui donne ma harpie en milieu qui est au milieu de la table sur un objet, en 1 vue à 4 et j'ai mon prince en catalyseur 1 vue à 4 chez lui qui a cliqué déjà, 2 poulets, donc il en reste 4. Donc là, en fait, je lui donne le choix et je lui dis: «Bah, maintenant mon grand, soit tu gères mon prince, soit tu gères la harpie, soit tu gères les carnis qui sont en train de bouffer la map et qui sont déjà, quasiment milieu de table». Donc ce qu'il fait, c'est il désengage ses poulets évidemment, donc ça en fait plus que 4, enfin 4 tirs de canon laser, donc ça fait 8 tirs. Je réussis bien mes 1 vue à 4, pour le coup. En plus, il me met un pack en colère de Mars sur le prince, je sauvegarde quasiment, les 6 mortels, je crois que j'en sauvegarde 4 sur le Finnepen, donc j'ai un gros tour de tanking sur ce prince-là, et il met ma harpie midlife. En fait, il met ma harpie midlife et il met mon prince midlife. En gros, c'est à peu près ça qui se passe, Ouais, donc en fait, il n'a pas réussi à concentrer et sur du une coup, cible et il puis a la pas le faire choix, il tomber. me voilà, exactement, et moralité, il me charge mon prince avec un pack de Skitari parce qu'il a pas le choix, en fait. S'il me charge pas, bah, mon prince, il fait ce qu'il veut et là, c'est terminé parce que là, mon prince, Heu, il va aller choper un deuxième pack de poulet, enfin, c'est globalement compliqué pour lui. Il a un peu de chance là-dessus parce que mon prince rate quasiment toutes ses parce que mon prince est encore en plus des 3 attaques. Donc potentiellement, je peux lui tuer, 7 Skitari. J'ai encore une phase de psy derrière pour potentiellement tuer 3-4 de plus. Donc il prend quand même un risque parce que son pack de Skitari, ils sont une dizaine dedans, hein, donc D'accord. c'est pas impossible que je me déloque. Par chance pour lui, ça n'arrivera pas. Donc en fait, voilà, mon prince est mort, mais il l'a fait chier. Il l'a fait chier, clairement, il est bloqué chez lui. Ça me fait mon petit engagé sur tous les fronts tranquillou. Ma harpie vient se positionner et va charger un autre pack pour dégager déjà un objet de son côté. Et en fait, là, à partir de là, la partie est très rapide, hein. J'ai ma saturation qui commence à se mettre en œuvre et globalement, son armée va disparaître en 3 tours. Et il arrête à la fin de mon tour 4, je crois. D'accord. Il me concède la partie à la fin du tour 4. Voilà, pense qu'il a je pense qu'il avait pas vu que l'entièreté de ma liste ignorait les couverts, ce qui fait que je pense qu'il a peut-être sous-estimé un peu ma satu. Voilà, moi je savais que c'était un match assez facile, parce il y avait pas déjà le déploiement, était en diagonale, donc l'impact du T1 est moindre. Mmh. Et surtout, il avait pas cette advance charge avec les assassins, ce qui fait que si je me mets à une vingtaine de pas d'eux, ils peuvent très difficilement me charger. Donc c'est assez stable, en fait. Il y a pas de prise de risque sur ce match. On reste dans Warhammer, hein, ça reste un jeu de C'est dés, ça. il y a toujours cet aléa, mais c'est un match qui, j'estime, doit bien se passer. Je ramène mon vin, je suis bien contente. Voilà. Globalement, ma liste a répondu aux attentes, qu'elle devait faire. Voilà, donc là-dessus, pas de surprise de mon côté. Voilà. Junag pose Ma une liste question. Ton ouais. pack de 9 guerriers, est-ce que tu l'as trouvé efficace sur le long du tournoi? Alors écoute, pas trop. Hormis sur un match, le match qui arrive juste après. En fait, ce match-là, mes guerriers ont quasiment pas tiré parce que, il y avait 2 bloquants, sur la table. Un où il y avait mes Hiveguard, heu et l'autre sur un côté où il y avait mes guerriers. L'ennui, c'est qu'il y avait 2 forêts et en fait, je me suis embourbé dans ces 2 forêts. J'ai pas fait des grosses advances dès le tour 1 et du coup, ça m'a empêché d'utiliser le plan, c'était que sur une grosse advance, à monter 1, genre une advance à 4 par exemple, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais traversé la forêt et hop, j'aurais payé un PC pour rebouger à nouveau, de manière à avoir mes guerriers qui font une vingtaine de pas, donc on va dire, 16 pas avec les -2. Et finalement, voilà, mes guerriers rentraient dans la game tout de suite. Il se trouve que j'ai fait 1 sur mon advance, je m'en souviens très bien, ce qui fait que mes guerriers ont bougé de 5. Et à ce moment-là de la partie, j'avais pas envie de claquer 2 PC pour reroll cette advance et potentiellement repayer un PC supplémentaire pour rebouger. Donc je me suis dit: «On verra au tour suivant». Et en fait, je me suis re-embourbé au 2e tour et en fait, mes guerriers n'ont quasiment pas tiré de la partie sur ce match.
à cause de ces 2 forêts où je me suis embourbé. Voilà, donc sur ce match-là, ils n'ont pas été transcendants. Sur le Taj Johnson, ils ont été pas mal parce que les canons venin ont quand même pas mal déblayé, le détroit je veux dire le détroit dommage PA-2 sur les Terminator Taj Johnson, c'était très bien Mmh. et la saturation a permis de dégager les packs de Tsangor assez vite. Notamment, ça m'a permis de tuer l'enfant du chaos qui avait posé une bombe au début, directement. Je l'ai enlevé tout de suite, comme ça, j'ai pas eu besoin de monopoliser un temps de back ou autre chose. Donc on va dire que mes guerriers ont été très structurants dans mon armée, hein. Clairement, j'ai besoin de ce pack de guerriers, mais ils ont pas été transcendants dans les 2 matchs. Après, c'est là qu'il faut voir aussi, hein, c'est que mon pack de guerriers a quasiment pas tiré contre l'Anmec et tour 3, il avait quasiment plus d'infanterie. Donc c'est là où on voit que mon armée sature très, très fort parce que même sans mes guerriers, j'ai réussi à déblayer assez vite, quoi. C'est ça. Très bien, on va passer à la ronde 3. Du coup, tu rencontres Doudou qui, on peut le dire, voue un culte à ton armée, le culte Genestealers. Exactement. Une nouvelle fois, tu l'emportes, Ouais, exact 15-5. ouais, alors partie très sympa, hein. J'avais déjà joué avec Doudou, s'est, on a fait une partie très, très cool, hein. Il avait oublié sa phase de magie, je lui ai permis de le faire. Enfin, on s'est accordé deux trois petits trucs, à un moment, je pensais tirer sur quelque chose parce que je le voyais, il me disait que non. Il m'autorisait à rebouger mes figues, voilà. Très bonne ambiance autour de la table. Heu, donc voilà, on s'est pas baisé la gueule. D'ailleurs, ça n'a été le cas, nulle part dans aucune des rondes, mais cette partie-là s'est particulièrement bien passée, en termes d'ambiance. Voilà. Le culte, alors pareil, le culte, c'est un match-up que j'avais déjà fait, plusieurs fois. Enfin, j'avais fait 2 fois en training, et la finalité, c'est que, c'est quasiment impossible de mettre un 20 à un culte, même si le match est très favorable pour moi. En fait, j'avais une seule crainte, c'est qu'il refuse le match-up. Dans le sens où, il se castle chez lui, il prend, engagé sur tous les fronts ou brouilleur, heu, plutôt brouilleur d'ailleurs. Brouilleur est Mmh. le secondaire du culte où il a juste à contrôler plus d'unités, dans les différents, quarts de table, enfin pas les quarts de table, mais son territoire, le No Man's Land et le mien. Ce qui fait qu'il peut très facilement scorer 12 points d'Octarius, on va dire 10 points de secondaire culte et s'il prend tout the last, et ben, en fait, lui, il va caper quasiment son secondaire, il va caper quasiment son primaire sur ce genre de scénario assez défensif. Donc j'avais qu'une peur, c'était qu'il se castle chez lui et qu'il cherche à sauver entre 5 et 10 points, pour m'empêcher de mettre une grosse victoire. Donc j'ai fait un déploiement très agressif en veillant quand même à pas me faire choper mes Highguards, sur un impact des Genie Stealers qui peuvent bouger de quasiment 20 pas, hein, Oui, oui, oui. s'il a le tour 1. Mmh. Donc j'avais évité cette opportunité-là. J'avais mis mon Swarmlord assez proche, enfin voilà, j'avais joué en fait, c'est le déploiement, où on est chacun dans un carré de table avec le rond au centre Oui, d'accord. et en gros, je me suis déployé à 18 pas de sa zone de déploiement, voilà. Mmh. En mode, bah, de toute façon, si tu sors, je te broie et si tu restes chez toi, je vais arriver plus vite te chercher. Il a le tour 1, il m'envoie son paquet de Genestealer sur un paquet de guerriers qu'il tue, je tape en mourant, je tue deux trois Stealers. Et là, globalement, ce que je fais, c'est que, je commence à là, mes guerriers étaient sur l'autre flanc où j'avais le plus de visibilité sur son décor à lui et en fait, mes guerriers ont très rapidement pris des positions de tir, sur ma droite et donc sur son flanc à lui et mon prince est venu, mes Highgards ont détruit un transport, le prince ignorant vue a tapé dans les Stealers qui étaient cachés dedans. Donc en fait, je fais un tour 1 où je lui soustrais sa menace de close sur table et j'affaiblis un peu son pack de tir qui m'avait tiré dessus et voilà et en fait, la partie va se résumer à, il réussira toutes ses FEP charges, donc ça, pour lui, c'était D'accord. bien. C'était des charges à 8, il les réussit quasiment toutes, enfin toutes, il les réussit toutes. Donc ça l'a un peu aidé, parce que c'est clair que si l'une des 2 ratait, bon, bah, Il se c'était un faisait pack qui était assimiler trade pour derrière. rien, hein, voilà. Et en fait, il a joué en plus avec un secondaire, caché, donc je ne savais pas ce qu'il allait jouer en secondaire caché et je pensais que c'était soit To the Last, soit tuer les monstres. Je pensais que c'était l'un des 2 D'accord. et
Mais je ne savais pas. Donc en même temps, je pouvais pas non plus envoyer mes princes, mourir, gratos ou mes temps de bac parce que s'il avait pris ça, je lui donnais des points. Moi, mon but, c'était vraiment de marquer le plus de Mmh. points possible sur cette ronde. Donc j'ai pas fait nimp avec mes princes. En plus, j'avais pris assassinat parce que j'avais pas d'autres, secondaires intéressants et le problème du culte, c'est que souvent les persos, ils restent cachés derrière Ça. et on a assez peu l'opportunité de les attraper. Et donc bon, la partie globalement se résume à: il vient, il me tue un truc, je l'assimile, il revient, il me tue un truc, je l'assimile. En fait, il perd au trade et le tour 4, tour 5 se résume à essayer de planquer ses persos dans le dernier Goliath. D'ailleurs, Goliath qui aura pris, je crois, un total de 18 tirs de Hiveguard pour perdre 1 PV. C'était assez indécent sur ses sauvegardes à 5. Donc c'est pas grave. Au tour 2, ça arrive au tour 2. Je fais non, je crois que c'est dès mon tour 1 où je fais double tir ma Hiveguard là-dessus, je fais 1 PV. Je me dis: «Mince, double tir pour faire 1 PV de Goliath, c'est embêtant» Mmh. et puis après il reprendra des tirs de guerrier, il reperdra à nouveau rien et en fait c'est ce Goliath qui va lui permettre de remettre tous ses persos dedans et hem et finalement, entre guillemets «sauver un peu de points d'assassinat». Mmh. Heu et en fin de partie, j'arrive à détruire ce maudit transport. Mon prince, charge, un Exos qui était utilisé un petit peu en protection pour empêcher mon temps de back qui arrivait chez lui pour charger les autres persos. Donc je prends pas de risque, mon prince, charge le Nexus, touche d'impact, il le tue. Pourquoi touche d'impact? Parce que du coup la figurine meurt en phase de charge, ce qui permet Mmh. à mon temps de back de déclarer sa charge après, de passer au travers cette figurine tuée. Ah oui, Et là mon temps de back charge, je crois que c'était le Keylor-Morph d'accord. et il se chie royalement, il se chie royalement. En même temps, Donc avec je un ne temps tue de pas bac, le je ne tue ouais, mais bon, j'avais les D3 mortels en charge possible, plus, des flat 3 donc si je mettais une mortelle et que je faisais une blesse, mmh. ça pouvait passer et il sauvegarde. Donc Ah oui, il d'accord, fait ses 2 c'est non, il fait l'inverse. ses 2 Ah, il j'avais fait cru ses comprendre 2 que c'était le protections. Keller, qui s'était chié dessus, Ah non, non, c'est mon d'accord. Turn qui a pas tué le Killer Ah Morph. oui. Du coup, je marque que 7 points d'assassinat, sur les 15 et lui a son To the Last à cause d'un maudit une maudit, un maudit cultiste que je n'arrive pas à choper. Donc du coup, il sauve 5 points de To the Last. Il met 12 d'Octarius, 10 d'engagé du culte là. Ce qui fait qu'il sécurise son 15-5. C'était compliqué de faire plus honnêtement, parce que même si j'avais fait, tuer tous les persos, ça m'aurait fait, bah, du coup 8 points de plus. Ce qui aurait fait, 16-4 je crois ou un truc comme ça. C'est très compliqué de mettre un gros score au culte parce que la réalisation des secondaires est tellement facile que, en fait, il y a pas le choix. Soit faut un scénario qui permet très vite de prendre l'ascendant, typiquement un scénario, comme celui qu'on va faire à la ronde 4, où il faut absolument 2 objectifs pour scorer. Là, on peut très facilement prendre un avantage sur un adversaire. Là, c'était pas le cas, donc il a sécurisé ses points. Je pense qu'il savait que c'était un match-up défavorable et il l'a joué un peu hybride. Il l'a joué: «Je vais quand même essayer de faire un peu mal et je vais quand même essayer de sécuriser un peu mes persos». Bon, voilà, je marque mon 16K, mon 16, mon 15-5 pardon, 15-5, ouais. ce qui était mon estimé donc pareil là je remplis mes, ma charge, ma partie du travail, on va dire, en ayant fait une super game. Par contre, moi, c'était ma grosse peur, c'est vu que j'affronte le culte en dernière ronde le samedi, franchement, j'étais lessivé et j'avais qu'une peur, c'était de faire une connerie parce que le culte peut sanctionner assez fort, Mmh. vous coordonnez pas bien, il vous chope vos highcards, enfin, ça peut vite être, le drame. Donc j'avais qu'une peur, c'était de rater, de faire un peu de la merde et de pas voir un truc, quand on est en fin de tournoi comme ça, c'est très fatigant. Honnêtement, c'est très fatigant, le bruit, le stress aussi du jeu en équipe où on joue pas que pour soi. Enfin, j'étais rincé. Je pense que tout le monde était un peu rincé, donc affronter un culte sur une partie où on est fatigué, c'est toujours un petit peu dangereux, donc Mmh. donc voilà. Eh Donc bien, je fais mon petit 15-5. Donc c'est vrai et en plus on gagne la ronde, donc on est à 3 victoires, après la première journée, donc on va dire que tout se passe très bien pour nous. Tout se passe très, très bien, donc très bonne journée,
Voilà. D'ailleurs, pour vous donner l'état de fatigue, on avait prévu de se faire un resto, croustillant le soir. Je crois qu'au final, le resto, ils l'ont fait à 2 parce que moi, j'y suis pas allé, j'étais trop fatigué et finalement, les gens qui devaient y aller ont fait demi-tour sur la route parce qu'ils étaient trop nazes. Donc voilà, tout le monde était crevé et donc on termine notre première journée avec 3 victoires donc franchement, on Eh était bien, bien écoute, contents. tu devances déjà mes questions qui étaient, après cette journée, l'équipe était à 3 victoires et classée première due à l'égalité du cartel contre les bisous. Ouais. J'allais te demander comment s'était déroulée ta soirée, si elle était vouée au repos ou au brainstorm. Mais bon, donc Ah tu as ouais, non, non, répondu. franchement, je vais te dire un truc, ah ouais, je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit: «Je suis désolé, on va pas trop pouvoir se parler, je suis éclaté». Je suis rentré chez mes parents parce que mes parents habitent, moins loin Ouais, que moi, évidemment. de Courcouronnes. J'ai appelé mes parents qui étaient au ski pour leur demander si ma mère avait pas des somnifères pour dormir et un Doliprane. Non, non, j'étais vraiment éclaté donc en fait, j'avais surtout souvenir du Big Four où en fait, j'avais très mal dormi la veille et Ouais. j'avais aussi très mal dormi la nuit entre-temps, ce qui fait que j'étais éclaté les 2 jours, j'étais Mm. éclaté. Là, j'étais pas éclaté la première journée, juste sur la fin, j'étais fatigué et la deuxième journée, finalement, j'ai bien dormi, donc même si le petit réveil à 6:30, fait un peu mal, j'étais quand même en possession de tous mes moyens, le dimanche, donc j'avais mieux géré qu'au Big Four où je pense j'étais un petit peu stressé par l'enjeu, par tout ça et je pense que j'étais, mieux physiologiquement, sur la Ligue 1 que sur le Big Four. Très bien. Du coup, on va passer à cette deuxième journée, quatrième rencontre. Ouais, Donc la deuxième journée commence, contre le vous rencontrez cartel, le cartel, exactement. Tu es appareillé contre Igor. Cette fois-ci, tout à on fait, donc observe un une admec. défaite 1-19 contre un Admec. Cette fois-ci, lui jouait une Ouais, Skitari cohorte. exactement et c'était là le problème, c'est que là, il y a une petite erreur de ma part en estimé, c'est qu'en fait, la cohorte, je l'avais affrontée et je l'avais démontée. J'avais détruit cette armée, de la même manière, peut-être même plus facilement encore que l'armée de parce qu'en fait, il y a moins de figurines, en fait. Il y a pas Mm. les 90 piétons où il faut quand même les tuer les 90. Heu, voilà. Là, le problème, c'est que le déploiement est en aube de guerre et en fait, je sais qu'il peut charger de très, très loin et qu'en fait, je ne peux juste pas outrange. C'est-à-dire que même si je me mets collé à ma zone de déploiement, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, parce que le mec a quand même une portée de 36 plus un mouvement, plus un pré-game. Donc en fait, si je me mets à 36 de ma zone, enfin si je me mets en bordure de ma zone de déploiement, en fait, il va avoir des lignes de vue sur tout. En plus, il a choisi sa table, une table qui l'arrangeait. Et donc, j'ai pas le choix en fait. Je préfère me prendre le pack de je préfère me prendre le pack de Sicarian, entre guillemets, plutôt que toute l'armée qui va me tirer dessus et me détruire. Voilà. Et bon, du coup, je sais que c'est un match un peu gamble et c'est pour ça que mon estimé à 15 initial n'était pas bon. Sur ce scénario-là, je pense que si on avait joué cette ronde-là, sur une table, enfin un déploiement pas en aube de guerre, donc pas en horizontal, je pense que j'aurais maintenu mon estimé à 15. En revanche, là, il y a un gamble au T1 parce qu'en fait, donc je coordonne bien mes highgards, je mets mes guerriers d'un autre côté pour, entre guillemets, lui proposer une menace sur cet endroit-là et je mets mon Swarmlord devant, à côté et derrière mon Prince Ignorant Invu, en me disant: «C'est pas clair que 10 Icarian tue mon Swarmlord». Donc s'il le tente, et qu'il le rate, en fait, son T1 sera presque inutile et donc du coup, il y a une prise de risque assumée de ma part à ce niveau-là, hem et voilà. Je me dis: «S'il fait sa charge sur le Swarmlord et qu'il me le tue pas, en fait, enfin, le Swarmlord a quand même une invue à 3 au close, j'ai potentiellement une reroll, enfin j'ai quand même des outils pour me protéger et voilà. Donc je fais mon T1, en mode, bah, il va m'envoyer un pack de Sicarian dans le coin du nez. Comment, j'ai pas le choix en fait, j'ai un dilemme. Soit je me mets vraiment bordure de zone de déploiement et lui ça lui fait une charge à 9 ou à 10 et dans ce cas-là, c'est pas sûr qu'il attente. Mais dans ce cas-là, il va faire quoi? Il va se poser milieu de table caché derrière des bloquants, il va passer ses buffs, il va passer, tout.
et je vais me prendre tous ces tirs dans la tronche, donc ce sera pas forcément la meilleure idée. Voilà, donc en fait, c'est un match gamble parce que ce qui est évident, c'est que s'il commence, il peut m'enfoncer très vite avec ses Sicarian. Si c'est moi qui commence, je vais détruire le pack qui est en face de mes Hiveguard, je vais me redéployer et en fait, après j'ai mes Hiveguard qui vont tirer toute la game et je pense que la partie sera à mon avantage. Donc il commence, il a le T1, il était très content de l'avoir, ce que je peux Tu comprendre, parce que m'étonnes. j'aurais été très contente de l'avoir aussi. Et il va sur mon Swarmlord. Et il me fait une très, très grosse phase de tir, hein, il me détruit, je crois qu'il me détruit un Carnifex avec ses Scorpius, alors que c'est pas franchement fait pour détruire des Turnback, voilà. Il me fait mal à ma harpie, et il va tuer mon Swarmlord au close. Il me fait 13 BM, donc là, il y a même pas moyen de lancer de sauvegarde. Il me fait 13 Mmh. BM, j'ai 12 PV. Donc dur. Je perds mon Swarmlord et en plus, c'est un scénario où il faut que scorer 2 objets pour commencer à scorer les primaires et donc dès là, je sais que c'est compliqué. Donc dès ce moment-là, j'annonce à mon coach que l'estimé descend Mmh. parce que, bah, le T1, en fait, le T1 souvent sur les tables horizontales est très, très difficile à appréhender en fait, hein. C'est en gros, c'est celui qui commence à un énorme avantage bien souvent, soit par de la projection, soit tout simplement par du tir hors loss, hein. Je veux dire, si j'avais eu le T1, mes Hiveguard cachés auraient détruit le pack de Sicarian en face de moi, auraient probablement double tir sur un autre pack, plus mon prince ignore un vu qui aurait probablement détruit un deuxième pack et presque potentiellement cliquer un paquet de poulets. Mmh. Donc clairement la partie avait le T1 avait un impact majeur sur la partie. Du coup, je vais essayer de sauver des points, je vais essayer de lui deny son primaire pour qu'il marque pas trop de delta au primaire. Et en fait, ça va être finalement assez inutile parce que sur ce scénario-là, on score énormément en fin de partie. Ce qui veut dire que en fait, le delta que j'ai essayé de lui imposer en primaire, et ben, il va le récupérer en fin de partie parce que j'ai plus rien à la fin. Moi, j'ai plus d'armée en fait au tour 4, tour 5, j'ai plus rien. Donc il va se poser tranquillement sur tous les objets de la table, poser des petites bannières partout. Et en fait, moi, je finis par me faire un peu acculer chez moi. Et il va remonter, donc il va scorer son primaire à 45, alors que bah, le but c'était essayer de le limiter. Et globalement, moi, à partir du moment, et c'est le problème du tyrannide de manière générale, vu qu'on n'a plus de sécurisation d'objets type les brouilleurs, ce genre de choses, enfin c'est compliqué à faire en tyrannide maintenant, bah, finalement, quand la partie se passe mal, c'est compliqué d'assurer son secondaire. Et en fait, la partie, là on voit que ma liste quand même a fait le travail, c'est quasiment tour 3 il a plus d'infanterie. Je lui ai quasiment détruit toute son infanterie, j'avais pris nos prisonniers, donc évidemment j'ai ciblé son infanterie. Oui. Mais en fait, ces poulets qui bougent de 16 vont aller reprendre les objets. Hem, voilà, donc en fin de compte, je perds 19-1 sur cette partie. Donc je suis un peu dégoûté parce que je me dis que en fait, je suis pas dégoûté de ma partie, parce que je pense que j'ai pas fait d'erreur. Je pense pas avoir fait d'erreur sur cette partie, mais si peut-être que j'aurais pu mettre ma harpie à un autre endroit pour éviter qu'il clique ma harpie également, parce que ce qui veut dire que ma harpie a pas fait grand chose, de la partie. Mmh. Mais ça n'aurait pas changé grand chose, je veux dire ma harpie qui aurait été vivante, mid-life en plus parce qu'il me l'avait un peu désossé avec ses poulets. Hem, voilà, c'est peut-être petite erreur, c'est d'avoir collé la harpie au Swarmlord, ce qui fait qu'il a peeling dessus, et la harpie, ne pouvant pas tirer, et désengager et tirer ou désengager, charger, ça retrouvait un petit peu, juste à faire du contrôle. Du coup, j'ai enlevé une bannière, enfin voilà. Mais elle a pas été enfin, je suis pas sûr que les 2 décitières de force 7 PA-1, auraient grandement changé les choses. Hem, donc voilà, la partie s'est mal passée. Donc en fait, je perds mon Swarmlord, ce qui veut dire que mon prince ignore invu ne peut pas aller chercher ce qu'il veut. Mmh. Heu et en fait, il s'est mis derrière des ruines, ce qui veut dire que si je l'impacte, bah, je vais tuer 5 mecs au corps à corps et potentiellement j'en tue 11 avec l'impact. Mais si le gars en face, n'est pas complètement, endormi, il va enlever les figurines à un pas de la ruine et C'est ça. moralité, je pourrais pas taper. Donc c'était compliqué, donc j'ai préféré garder mon prince ignore invu, pour déblayer le pack d'assassins qui était chez moi, ce qui a été fait.
Heu, mais je me suis fait enfermer chez moi et le scénario est hyper punitif parce que, il faut avoir 2 points de primaire pour scorer, pour commencer à scorer, enfin 2 objectifs pour commencer à scorer. En plus, en fin de partie, on récupère beaucoup de primaires. Donc tout ça mis bout à bout fait que je perds cette partie, mais je pense pas avoir fait d'erreur sur la partie. Je pense que c'était plutôt lié à une erreur d'estimé. Je m'étais mise à 15. Je pense qu'un 10 orange, qui correspond à un 10 un peu dangereux, sur notre Mmh. matrice à nous, aurait été plus adapté sur ce déploiement-là et j'insiste, c'est vraiment sur le déploiement parce que la même partie, sur une table, en diagonale ou en largeur, bah, je me mets à 31 de ces assassins ou de sa zone de déploiement, Ouais, et puis il pourra plus, mes Highguards tirent à 36, mes princes bougent de 32 et en fait, je lui dis: «Bah, écoute, soit tu avances milieu de table, heu et dans ce cas-là, bah, tant mieux pour moi, mais en tout cas ton terrain ne sera pas gamble du fait de cette charge, inévitable des assassins». ça marche. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une erreur d'estimer là-dessus. C'est clair que quand on s'estime à 15 et qu'on rapporte 1 point, ça fait un peu mal. Maintenant, on a pris une sacrée rouste sur cette partie, contre le cartel. Donc entre guillemets, c'est pas moi qui ai fait perdre l'équipe, mais je pense on avait eu des erreurs d'estimés un petit peu globaux sur cette, matrice-là et on s'est fait, sacrément dérouiller par le cartel de trolls, sur cette ronde-là. Ouais, je montre le score justement sur le stream où il gagne 110 à 50. Donc c'est quand même c'est une grosse dérouillée. Donc effectivement, si j'avais fait un estimé à un peu plus stable, je suis pas sûr qu'on m'aurait envoyé sur cette ronde, parce que nos estimés étaient assez mauvais sur le cartel. Donc je pense on avait une mauvaise matrice sur eux et quand on fait une mauvaise matrice en équipe, souvent on est puni parce que le 20-0 qui devait rapporter se transforme en 0 ou inversement. C'est souvent à ça que ça se joue et là, on le voit à l'écart de score, il y a quand même, un gros gap. Donc là, il y a pas photo. Ils ont largement maîtrisé leur ronde et nous, on a largement pas maîtrisé la nôtre. Très bien. On va pouvoir passer donc à la dernière ronde, c'est la cinquième du week-end. Donc, comme tu l'as signalé, tu as quand Ouais, même, par rapport au Big Four, essayé de mieux gérer ta fatigue, parce que ça reste un facteur ouais, important sur tout à le fait. jeu, ce qui va justement provoquer des inattentions, des oublis, bref, tout un tas de détails relativement déterminants dans une partie. Ouais. Déjà, en termes de fatigue, est-ce que justement de t'être reposé la veille plutôt que d'aller faire un resto, etc., t'a aidé à mieux gérer cette dernière ronde par rapport à tes anciens tournois? Bah, écoute, là, je vais te dire, hein, j'étais clairement en pleine possession de mes moyens, sur le dimanche, hein, donc je pense pas que ça ait joué. Mhm. Je me suis pas senti fatigué, je me suis pas senti fatigué, quand j'ai abordé mes 2 parties du dimanche. Puis il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'on fait que 2 parties le dimanche et pas 3. Oui, Donc déjà la fatigue est moindre. Donc entre guillemets «on termine», on a fait ces 2 rondes, voilà. C'est quand même un peu plus facile. Mais en tout cas, oui, non, non, je pense que j'ai bien géré ma fatigue et en tout cas, à aucun moment je pense que la fatigue n'a, altéré mon jugement, que ce soit dans les parties ou ailleurs à ce niveau-là. Autant en Big Four, je pense que la fatigue a joué un peu sur la dernière ronde, autant là, je pense vraiment pas. d'accord. Tu rencontres donc En tout cas, Grimjolo. me concernant. Ouais. Exactement. Tu rencontres Grimjolo, donc ça des Swatch, et tu perds 18-2. Comment Ouais, as-tu bah été là, en fait, il y a appareillé? pas grand-chose à dire. Bah, je pense qu'on a fait un très mauvais pairing, sur cette ronde, c'est-à-dire que je pense qu'on est tombé dans le piège des bisous, qui avait sans doute un parce que autant je me souviens très bien de la matrice, début de pairing, enfin fin de pairing contre le cartel où on était à 100 d'estimé, sur la ronde, et Père Castor avait dit, quand on est à 100 sur un estimé première ronde, c'est que soit on éclate les mecs en face et il y a pas de partie, soit on a des erreurs d'estimé et effectivement, ça s'est révélé juste. Contre le cartel, je pense qu'on avait des erreurs d'estimé. Contre les bisous, quand on a fini la matrice, donc après l'appariement, on était à 60-70, ce qui est quand même assez bas, et donc ce qui prouve qu'on a,
pas fait un très bon pairing et moi je tombe contre la Deadwatch qui est clairement un contre à moi, hein, je veux dire, on va pouvoir parler de la liste rapidement. Je c'est une liste, c'est-à-dire que la personne fait 60 tirs, vous allez avoir 60 sauvegardes à faire à PA-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, le paquet de 5 de 10 gars qui tirent, en gros ce qu'a joué Grim, c'est qu'il est joué en Imperial Fist, ce qui fait que les 6 explosent, donc les Mmh. 6 à la touche font une touche supplémentaire. Il va les faire toucher à 2 grâce à son chaplain et il va relancer les 1 parce que je suis Xenos ou trop bien même parce qu'il a un capitaine à côté de lui. Donc quand vous faites la statistique, quand il fait, 60 touches, enfin il fait 60 tirs pardon, bah, ça fait 70, touches parce que les 2 reroll, c'est C'est quasiment ça. de la stat à 100 Mmh. et en plus les 6 explosent. Ce qui veut dire que vous touchez à 16 de plus. Donc en fait, il est aux alentours de 70 touches et il y a un stratagème qui fait que toutes les touches blessent auto. Donc bah, en fait, ça veut dire que vous faites 60 tirs, vous vous retrouvez à faire 70 sauvegardes. Donc La en joie. fait et en plus ce pack-là, est TP Tourin, avec un chaplain qui bouge de 20. Donc globalement, il a le Tourin, il envoie ce pack sur un axe, ce qui permet de voir ma harpie, mon prince et un turn-back je crois. Il répartit correctement, c'est-à-dire que je crois que je prends quelque chose comme, une quarantaine de sauvegardes sur mon prince, une vingtaine, ouais je crois que c'est ça, je crois que je prends une vingtaine sur ma harpie et j'en prends, 10 sur le turn-back et globalement, il me tue net mon prince, ma harpie et m'affaiblit très fortement un turn-back. Voilà. Donc ça, c'est le tour 1 de la Deadwatch, sachant que ce pack-là est en 1 v 5 FinOpen 5, Mmh. transhumane, voilà, et il est milieu de table avec toute son armée, et là, bah, là, c'est compliqué en fait, hein. Quand votre adversaire avec 350 points, vous en retire 400, et que ça, c'est qu'un pack qui a tiré, qu'il en reste encore, il en reste encore un qui va faire la même chose et en plus, il y a 2 autres packs de CAC très énervés qui vont passer en Wildscar au tour d'après pour advance et charge. C'est très compliqué. Donc c'est un match que j'avais mis en très défavorable, hem et je pense qu'on s'est fait, c'est un match qu'on n'aurait pas dû voir. Heu, Père Castor me disait que si, il y avait probablement des cordons à des j'allais pouvoir repousser les choses avec mes guerriers et mes cordons, sauf que j'ai pas eu le terrain, donc j'ai rien Mmh. repoussé du tout. Et donc à mon tour 1, ce que je vais faire, c'est que je vais réussir à détruire ce pack, en plus de mettre un paroxysme sur l'unité de close à côté. Je vais réussir à coordonner mon pack de Heavyguard pour pas qu'il se prenne l'impact des Wildcard, enfin du pack énervé en close Wildcard de l'autre côté. Je vais réussir à détruire ce chaplain, qui fiabilise un peu, tout le merdier. Il va me tuer mon prince en retour évidemment, il va me tuer 2 carnifex je crois à son tour-là, donc moi il me reste mon pack de guerrier, il me reste le Swarmlord, un pack de guerrier et les Heavyguard. Là je vais faire un tour 2 exceptionnel, c'est-à-dire que je vais tuer quasiment sec un pack de tir et je vais affaiblir assez fort un deuxième pack de close. Mon Swarmlord va découper son capitaine, tuer deux trois trucs, je fais un très bon tour 2, au point que Grim a commencé à douter à ce moment-là. Ah Et en bah, et en fait, voyons et ça. en fait, il y a pas de il y a pas de débat. Au tour d'après, il rentre dans mes Highgarden, il les éclate. Le Swarmlord meurt, et puis en fait après c'est ingérable de gérer des mecs qui sont en 2+, dans un couvert, ou en 1+ dans un couvert avec des invus à 4. Mmh. Et là il va remonter, il va prendre les objos, il va caper son primaire. Voilà, c'est une partie que je pense que je ne peux pas gagner. Je pense que Grim avait fait un déploiement un peu dangereux parce que je pense que si j'ai le T1, il avait mis, ces 2 packs de tir, entourant les personnages et sur les axes, les deux flancs, il avait mis ses paquets de close et je pense que si j'avais le tour 1, j'aurais pu, mettre une première salve de Highguard sur un pack, de tir. Il aurait Mmh. probablement transhumane. Le deuxième pack de tir, j'aurais probablement tiré sur l'autre qui était pas transhumane Mmh. et mon prince ignorant vue aurait probablement, découpé
le pack le plus affaibli, en plus d'essayer de choper un perso, en faisant un double close, en faisant, la totale, hein. Mmh. Et je pense que si la partie se passe comme ça, bah, il lui faut quand même 2 tours pour venir choper mes Edgar, donc c'est-à-dire que j'ai encore 2 phases de tir possibles et dans ce monde-là, il y a peut-être un monde dans lequel je pouvais m'en sortir, mais ça reste un match très compliqué parce qu'il peut aussi très bien se déployer, tout en cercle au milieu, profiter de sa mobilité pour, se projeter sur les 2 objets, et ensuite, entre guillemets, sécuriser ses packs de tir qui font hyper mal. Donc ça restait pour moi un match-up très défavorable. Il se trouve que j'ai été attrapé par ce match-up-là. Je pense qu'on s'est un peu déchiré sur notre pairing, sur les bisous, parce qu'en fait, on a pris une assez grosse bâche aussi, hein. Je crois qu'on a perdu 100 et quelques points. 94 à Je sais plus 66. exactement. Ouais, donc ça commence, c'est pas une énorme bâche, mais Mmh. c'est quand même pas fameux. Voilà et puis ma liste était très honnêtement pas conçue pour détruire du SM, à 2+ dans un couvert, même si je peux ignorer le couvert, mais en fait les gravis sont un strat pour encore augmenter leur sauvegarde sur les dégâts 1. Donc en fait, ma liste est clairement pas faite pour détruire de l'infanterie lourde comme ça, en tout cas pas avec les tank-back ou pas avec les dévoreurs ou les guerriers. En plus, il m'a tué mon prince, seigneur de guerre, Tourin, ce qui fait qu'il a cassé toute ma mécanique de reroll, d'ignore cover avec les guerriers. Donc c'était un match qui était vraiment compliqué. Je pense que je me suis défendu comme je pouvais, mais c'était clairement pas gérable, c'était clairement pas gérable. Je veux dire, le Stampede ne peut pas vraiment scorer indépendamment de l'adversaire. Il est obligé de détruire des choses et quand en fait, la partie se passe mal, en général, ça se passe vite très mal. Quand Stampede, vous commencez à plus avoir, bah, en gros, à vous dire: «Bah, je peux plus avancer parce que si j'avance, je vais me faire défoncer au close», c'est rarement bon signe pour un Stampede. Voilà, Mmh. donc en gros, c'est un peu ce qui s'est passé dans cette partie. C'est-à-dire que j'ai trade mon prince pour détruire un pack en sachant qu'il allait mourir après. J'ai envoyé j'ai envoyé mon Swarmlord pour la même chose en sachant qu'il allait mourir après. Voilà et tous mes mécaniques de défense, mon -1 dégâts, entre guillemets, mon invu à 5, le prince qui avait -1 la blesse, bah, quand votre adversaire vous blesse pas, parce qu'en fait, il C'est ignore des la blessure, autos. c'est-à-dire il touche et c'est tout. Ben en fait, ça rend le match très compliqué. J'en avais parlé un petit peu avec Grim, après la partie Mmh. et il me disait que c'était clairement une liste pour détruire le Stampede, à base de Dimacharon et de De Hierodule. et de Hierodule parce qu'en Mmh. fait, il en tuait 2 par tour. Stat, hein, c'est-à-dire qu'il y Ouais, a presque pas besoin de lancer les dés. C'est-à-dire que le gars vous explique: «Bah, écoute, tu as 60 sauvegardes, donc tu en as 30 sur l'un, 30 sur l'autre. Tu as une sauvegarde à 5 ou à 4. ouais. Bon, bah, faites les stats, hein, Tu as 20 tiers ou la voilà quoi». moitié, tu y vas. Voilà. Puis bon, bah, en plus de ça, le Hierodule ou le Dimacharon, dès qu'il commence à être en dégressif, c'est plus tout à fait le même mouvement, donc C'est en ça. plus, il peut se permettre de temporiser sur le reste. Donc non, non, c'était une liste qui était faite pour détruire le Stampede. Ça le faisait bien. Je pense que ma liste était peut-être même un petit peu avantagée par rapport à un Stampede pur, parce que j'avais des Hiveguard et que malgré tout, j'avais quand même, entre guillemets de «l'invu», et puis de la mobilité. Mmh. Donc j'aurais pu le sanctionner Tourin, alors que lui, voilà, lui son TP c'était pas contrable. En plus on a été les oubliés de cette ronde, Ah donc oui. j'ai choisi les tables qui restaient. Mmh. Donc il y avait c'était des tables assez déchargées où il y avait pas vraiment moyen d'éviter cet alpha T1. Mmh. Donc non, compliqué, voilà. Mais ce match-là, je veux dire, je m'estime à 5, je ramène 2, bon bah, voilà, je pense qu'il fallait pas que je me tombe enfin, dans une logique d'équipe où on voulait que je gagne, il fallait pas que je tombe sur ce match, voilà. Donc Ouais. après, c'est les aléas de l'appariement, hein, je veux dire, Mmh. c'est comme ça. Voilà, mon plus gros regret sur ce tournoi, c'est vraiment le match sur la l'ANMEC parce que pour moi, j'ai mésestimé, cette liste à cause du scénario et donc il y a une erreur d'estimer à ce niveau-là. Après le reste, je j'ai pas de regrets. Je pense pas avoir fait d'erreur de jeu. Heu, voilà, je j'ai pas de regrets sur ma liste non plus parce qu'on aurait pu se dire, «Bon, bah, finalement, je fais on va dire si on prend mes scores individuels, c'est assez moyen».
Mais en fait, je pense que j'aurais pas fait mieux avec une liste Stampede, pure. D'accord. Surtout qu'en plus, j'avais pas la connaissance de cette règle du Dimacharon, donc je serais Mmh. probablement pas parti sur un Dimacharon. Ce qui veut dire que je me serais retrouvé en def quasiment tout le temps et face à des listes qui avaient l'opportunité de me détruire. Heu, donc heu, donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets. Si j'avais joué une liste Stampede un peu plus grosse, je pense que j'aurais pas été mieux, sur le Thousand Sun ni sur le Culte et probablement pas sur l'Admech non plus. Parce que l'Admech avait quand même 6 poulets, C'est ça. donc 6 poulets, à force 9, j'aime autant vous dire que les hiérodules n'apprécient pas trop le traitement. Donc non, non, j'ai pas de regrets sur ma liste, je la trouve très bonne. Elle a des opportunités, des combos, qui marchent bien et je trouve que c'est assez agréable de se dire qu'on peut être placé sur n'importe quelle table, sans vraiment avoir le risque de déjouer parce que la table ne nous convient pas, quoi. D'accord. On Donc, le tournoi, est fini. Tu es plutôt donc, contente, pour, ta liste, mine de rien, même avec, ce petit désaccord, Ouais, enfin, ce petit souci qu'il y a eu avec, l'interprétation de la règle, du dit macaron. Si mmh, jamais tout à fait. tu souhaitais faire tout de même des modifications à l'avenir, vers quelle réflexion tu te dirigerais? Ou en tout cas, tu conseillerais à un joueur tyrannide de se diriger? Bah, c'est un peu compliqué. Moi, je a priori, là, je pars pas sur un changement de liste, hein. Je trouve que c'est pas la liste qui a eu des soucis, hein, parce que, c'est pas la liste, hein, je veux dire, l'ADMEC, il me charge un hiérodule, il me le tue, le problème est le même, en fait. Mmh. Donc pour moi, c la liste s'est très bien comportée et je pense pas avoir fait erreur dans ma liste. Donc je sais pas si je changerais des choses, de toute façon il se trouve que je vais quasiment pas pouvoir, jouer en physique je vais sans doute Un jouer petit sur moment. TTS, mais je vais pas pouvoir jouer en physique pendant le mois de mars. Ça va être assez compliqué pour moi de faire des parties en physique donc en plus, j'ai envie de dire, j'ai un peu une overdose là tu vois, Oui. tu fais 5 games par semaine, tous les soirs tu discordes pour discuter des listes. J'ai une petite phase, d'overdose là, donc je vous rassure, je vais pas arrêter 40K, mais là, je vais prendre un peu de temps avec mon copain que j'ai un peu délaissé, le pauvre pendant la période Big Four, Ligue 1 pardon. Donc je pense que voilà, je vais souffler un peu, je vais souffler un peu. Je sais que LOL m'a sollicité pour rejoindre, la sélection équipe de France pour un tournoi, début avril. Mmh. Je pense pas que le Codex Tyrannide sera jouable à ce tournoi-là, le nouveau. Donc je sais pas encore trop comment je vais bidouiller un truc. J'ai pas changé d'avis non plus sur les 10 machins parce qu'on est revenu Mmh. sur la fac, qui a été jouée comme ça à la Ligue 1 donc pour moi les critiques émises sur les 10 Macharon, à savoir que, bah, pour pouvoir charger, faut poser votre socle et que si C'est votre ça. adversaire, se déploie un petit peu bien, vous n'arriverez pas à poser votre socle, donc vous ne pourrez pas charger Mmh. et moralité, ça reste de l'endurance 7. Donc aujourd'hui dans la méta, il y a quand même beaucoup de choses qui tapent très fort les gros monstres Mmh. et on a quand même 2 codex aujourd'hui qui font assez mal au Stampede, le Custodes et le Tau. Donc Bientôt même le si je Craft pense que World. le Tyrannide est toujours bientôt le Craft World, donc même si le Tyrannide reste très bon, je pense que le codex qui arrive fera du bien au Tyrannide déjà pour changer un peu des sempiternels Aviard, du Stampede qu'on voit partout un peu de la même manière. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire des petits trains, peut-être tester d'autres trucs, pourquoi pas une alliance tyrannique culte, pourquoi pas pour avoir cette opportunité de sécuriser son primaire, enfin pardon, son secondaire. Voilà, peut-être plus ce genre de truc, tester des builds un petit peu exotiques pour dire au revoir au codex tyrannide tranquillement. Mais ma liste me semble pas avoir matière à évoluer dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Heu, voilà, voilà, voilà. Et écoute, du coup, tu vas profiter, de ce qu'on appelle, le repos de la guerrière.
exactement. Je vais te poser une dernière question donc de Cyrna que j'ai mis un petit peu de côté. Est-ce que ta liste est sensible Ouais. au Grey Knight? Alors j'ai pas trop traîne contre le GK parce que je pense que je pense et je pense que le Big Four a quand même, montré qu'il y avait pas beaucoup de GK. Enfin la Hmm. Ligue 1 pardon, je Je crois confonds qu'il n'y avait toujours les qu'une 2. liste GK. Il me semble qu'il y en avait qu'une. Hmm. Je pense que ma liste fait quand même très, très mal au GK pour une raison assez simple, c'est que les Hellegarde, s'ils tirent toute la partie, bah, le GK va souffrir très, très fort. En plus du fait que le GK a tendance à profiter de sa marée des ombres pour avoir une bonne sauvegarde que je vais ignorer grandement avec toute mon armée potentiellement, parce Hmm. que j'ignore le cover. Le prince ignore un vu, c'est quand même un grand master qui saute par à chaque fois qu'il charge, C'est ça. donc ça, c'est quand même assez désagréable. Je pense que ma liste avait un match-up, plutôt favorable sur le GK. Je crois que j'étais estimé à 15 contre, la liste de Vidar, je crois. D'accord. Ouais, je crois que c'était Vidar. Donc non, non, je pense que j'ai pas trop de soucis. En plus, le GK a tendance à tirer au dégâts 2, donc la réduction de dégâts fait quand même très, très mal. Son psy est rendu déstabilisé par l'ombre dans le warp et le turn-back qui charge un grand master, sur un malentendu. Je fais Hmm. du flat 3 quand je lui tape dessus. Il est endurance 6, donc je le blesse à 4, ce qui est pas terrible, mais ce qui Hmm. est pas non plus, désagréable. Parce que quand votre petit turn-back qui charge et qui fait admettons, 2 blesses et que votre adversaire rate ses invus, bah, il prend 6 PV. Ça détend, c'est pas très agréable. Donc non, non, je pense que ma liste avait des arguments contre le GK, tout comme un Stampede plus traditionnel a également des avantages, assez certains contre le GK, de par la réduction de dégâts et l'ombre dans le warp qui embête très fortement le chevalier gris, quoi. Et les psychers en règle générale. Ouais, 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 ouais. Très, très Et en bien. plus, comme je l'ai dit dans ma liste, Oui. il y avait aussi le trait qui permet de faire des périls du warp, sur Hmm. les sorciers qui ratent des sorts. Le problème du GK, c'est qu'il a pas vraiment le fiabilisateur au cast. Il peut dispel assez bien, mais il va lancer ses sorts à -1 et bon après il a quand même un fin open à 5, mais quand sur le tour adverse, enfin sur vos propres tours, vous perdez des figurines, c'est toujours assez désagréable, on C'est va pas ça. se mentir, et gratter un petit PV par-ci par-ça, un grand master Nemesis, vu que ça a 13 PV, c'est un palier qui est un peu chiant, parce que souvent il faut une blessure de plus. Gratter un petit PV par-ci par-là, c'est toujours ça de prix, Hmm. donc voilà. Non, non, j'avais peu de matchs, en gros, les matchs qui étaient compliqués pour moi, c'était principalement le taux. Le gros Stampede était très compliqué à gérer. J'acceptais d'avoir un miroir, défavorable. Heu, voilà. Il y Ok. avait pas de match comme ça hyper défavorable, la liste en plus cet avantage de pouvoir scorer un peu mieux les engagés sur tous les fronts parce que j'ai finalement plus de monstres qu'un Stampede au final Hmm. et donc les monstres comptent pour les engager sur tous les fronts. Donc ça avait quand même tendance à bien marcher, mais ma liste n'avait pas la puissance pour détruire un Dima Charon ou des choses comme ça donc je pense que sur les matchs, miroirs, j'étais pas bien. Mais c'était assumé, la tâche de détruire le Stampede devait revenir à des coéquipiers donc Très bien. voilà. Ok, ben, merci beaucoup, Aimé, de m'avoir offert de ton Pas temps. de souci, Et du avec coup, je vais plaisir. te laisser le mot de la fin. Tu as le droit de dire ce que tu veux du moment que ce n'est pas obscène pour pas me faire bannir de Twitch. Non, c'est pas mon Vas-y. genre. Oui. Non, non, je vais faire, les remerciements habituels, vis-à-vis des orgas et des arbitres parce que franchement, je salue vraiment le travail des arbitres parce que, on parle de la fatigue, pour les joueurs, mais je pense que les arbitres qui sont sollicités régulièrement pour de l'arbitrage, pour aussi trancher pour mettre des malus à des joueurs. Il y a des joueurs qui ont eu des malus
pendant l'événement, faut aussi, être prêt à affronter, entre guillemets «les contestations», de tel ou tel. Donc chapeau à eux et merci de leur dévouement, vis-à-vis de la scène compétitive et également, bah, leur gars, hein, Eldarian principalement, même si je pense qu'il est pas seul, pour avoir obtenu cette salle dans laquelle on a joué qui était chouette. Et les Donc Aces, c'est ça? ouais, exactement, OK. c'était la grosse salle des Aces à Courcouronnes. L'endroit est très sympa, j'étais bien contente de jouer dans ce cadre-là. Voilà, donc non, non, plus des remerciements, général à toutes les personnes qui œuvrent à la scène compétitive Warhammer. Parce que, bah, c'est quand même cool qu'on ait une structure, comme ça qui fédère un peu le jeu compétitif et qui l'organise. Mmh. Donc c'est vraiment très cool, donc merci à eux, voilà. Très bien et ben, merci beaucoup Aimé et je vais te souhaiter une très bonne journée. Repose-toi bien. Merci bien, bisous tout le monde. Ciao.